économique, chômage. Un seul secteur qui se porte bien, c'est le secteur boursier. Pourquoi? Parce que le libéralisme intégral, total, a été mis en profit par les banques et le système financier dans toutes ses composantes pour faire la spéculation dans tous les domaines, et les domaines qui ne faisaient pas partie traditionnellement de leurs compétences. La titrisation, l'ingénierie financière, la spéculation sur les matières premières, la spéculation sur l'achat et la vente des entreprises, la spéculation sur les dettes des pays en voie de développement, donc tout ce qui est de nature à maximiser le profit pour les banques et le système financier était bon à prendre. Et donc, ça a fini par créer ce qu'on appelle une bulle financière considérable par rapport à l'économie réelle. Et là, ça a fini par éclater, créer la grande crise de 1927 qui a gagné le reste du monde. Je vous cite un exemple pour illustrer mes idées. En 1929, il s'est produit à Wall Street, dans la bourse de New York, une crise d'origine boursière. Elle a mis plusieurs mois avant d'atteindre le reste du monde. 1987, dès que la crise s'est produite, elle a été transmise à l'ensemble des places financières qui étaient en ébullition. Parce que, nous le verrons tout à l'heure, la mondialisation a eu pour conséquence importante la circulation de l'information en temps réel. Je vous donne un autre exemple pour illustrer mes idées. Hafid Assad a tué 45 000 personnes dans une ville. Et personne n'a fait attention à lui. Parce que la circulation n'est pas comme maintenant. Maintenant, son fils tue 150 personnes par jour. Tout le monde le sait. Tout le monde crie au scandale, malgré tout, mais malgré tout, on n'a pas arrêté le massacre. Donc, deuxième crise, aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, la première crise boursière apporte un démenti à la théorie de l'équilibre égal et à l'économie de marché intégrale. Deuxième crise est constituée par ce qu'on appelle la disparition des caisses d'épargne aux États-Unis. Il y avait 3000 caisses d'épargne et qui contrôlaient le tiers des opérations financières en Amérique. Et leur fonction était de dispenser le crédit pour l'acquisition de logements pour les ménages moyens et modestes. Elle pratiquait une politique de proximité avec le taux d'intérêt bas. Et elle jouait un rôle très important sur le plan social et économique. Avec la libéralisation totale et la cupidité qui a caractérisé le système bancaire et financier, les banques ont décidé d'élargir leurs activités à d'autres champs, et donc de contrôler et de faire disparaître tout ce qui n'était pas de nature à résister à la concurrence dès qu'elle était mise en place par l'équilibre. Et ça fait un bruit considérable et des dégâts considérables aux États-Unis. Troisième crise, elle a touché le Japon, la deuxième puissance de la planète. Le Japon, pendant 30 ans, a enregistré un taux de croissance qui varie entre 5 et 8%. L'amélioration des niveaux de vie était pratiquement au même rythme. C'est un pays où le chômage a été totalement supprimé. Et dans les années 90, le système bancaire japonais a imité les positions prises par le système bancaire américain, et ça a conduit à la catastrophe, comme cela s'est produit en Amérique, avec des conséquences extraordinaires, disparition de très nombreuses petites et moyennes entreprises, ruine massive des petits et moyens épargnants. Le chômage s'est étendu sur une très grande échelle au Japon, et la croissance qui varie entre 5 et 8%, comme je viens de dire, a été réduite à 0,8, 0,7, 0,6. Tout ça parce que le système bancaire financier a été totalement lié d'agir comme il veut pour gagner de l'argent au détriment de la masse des êtres humains. Autre crise pendant cette période, la crise russe. La Fédération de Russie a été très largement secouée par la crise, même si la Russie venait de sortir du système économique planifié, n'avait pas l'expertise pour les monter les crises. Ça arrive donc de processus chez la Fédération de Russie.
Une autre crise est constituée par le sud-est asiatique. Ça a commencé en Thaïlande, et ça inondé l'ensemble des pays de la région avec les conséquences que l'on devine sur le plan économique, social, j'en passe. Et dernière très grave crise qui a laissé des traces indélébiles, c'est la crise qui a touché le continent nord-américain, sud-américain, pardon. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine. Et le système bancaire américain s'est comporté de façon particulièrement, enfin, je ne vais pas prononcer le mot, et à cet égard, lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, la présidente du Mexique s'est adressée au président Bush, à l'époque en exercice, elle leur a dit « Vous êtes aujourd'hui le Mexique de 1990 ». C'est un message très fort. Donc, je ne vais pas continuer à parler des crises. En tout cas, on peut dire que le système a été jamais de crise, donc il n'a pas atteint les objectifs qu'on lui a signés en matière de croissance, en matière de prospérité, en matière d'emploi, etc., etc. Mais par contre, je serais tenté de faire une comparaison avec une autre période très, très, très importante qui a laissé des traces dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses. C'est-à-dire la période qui s'étend de 1945 à 1975. C'est une période qui a enregistré des performances historiques. Le taux de croissance à 2% pendant 30 ans, sans aucune interruption. Aucune crise grave ne s'est produite pendant cette période. Le développement des échanges commerciaux internationaux a connu des records. Le chômage était totalement supprimé. Je vous rappelle à cet égard que pour combler leur déficit en matière de main-d'œuvre, les pays d'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, l'Italie, venaient chercher la main-d'œuvre dans les pays de Maghreb et dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Cette période a également enregistré des progrès qualitatifs extraordinaires. La liberté, la démocratie, les droits de l'homme, les progrès sociaux, la culture. Et toutes ces performances ont été obtenues grâce à la conjugaison très intelligente de l'État qui assumait pleinement ses fonctions régaliennes, et le secteur privé qui a eu pour objectif de maximiser son profit. Il a fait des profits considérables et l'État a créé les conditions requises pour que la croissance et la productivité, le développement des échanges et la création d'emplois se fassent très rapidement. Alors, il y a un proverbe qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». Pourquoi changer un système de gouvernance qui gagne? Et donc, l'équipe qui gagne pourrait mieux réfléchir à ce qui s'est passé pendant cette période 30 glorieuse. Il est vrai que pendant les 30 glorieuses, il y a un facteur politique qui a joué considérablement pour obtenir ces résultats que je viens de souligner, que le monde venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et l'Europe occidentale était très sérieusement menacée par l'extension du communisme. Après les pays de l'Est, un pays comme la France, l'Italie, la Hollande, où il y avait des partis communistes très puissants, donc ils étaient menacés par eux. Donc les Américains et leurs amis européens ont considéré, et à juste titre de mon point de vue, que le meilleur moyen de soustraire ces populations à l'emprise du communisme et à la tentation, c'est de créer des emplois, des logements, la richesse, la prospérité. Et le plan Marshall a permis d'obtenir des résultats extraordinaires. Donc, la période des années 30, des 30 glorieuses, il y a l'intelligence entre l'État et le secteur public et privé, et ensuite il y a également ce plan Marshall qui a injecté des liquidités, des fonds considérables pour la reconstruction et le développement des pays ruinés par la guerre. Donc, voilà la deuxième question, la dérégulation, le système de gouvernance mis en place par l'équipe Reagan. La troisième cause, c'est le rôle que devaient jouer les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour prévenir les crises. Et je voudrais à cet égard faire un très rapide rappel historique.
La crise de 1929, les années 30, la crise des années 30, assume une responsabilité fondamentale dans la préparation et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, avec le ravage, nous connaissons, des millions, des dizaines de millions d'êtres humains mourus par les chars. Cette crise, qui a pris pendant de nombreuses années, sur le plan monétaire, sur le plan économique, a aidé un développement du chômage à une échelle jamais vue. Et par conséquent, les responsables de la communauté internationale ont pris conscience aiguë du fait qu'il fallait mettre en place un système monétaire et financier viable pour éviter le retour à une tragédie semblable. Et donc, avant même la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des négociations ont été entreprises à Bretton Woods, aux États-Unis d'Amérique, pour mettre en place ce système monétaire et financier capable de prévenir les crises. Il y avait deux thèses en présence pour la mise en place de ce système. La thèse américaine, pays dominant, qui a gagné la guerre, donc celui qui a mis fin au conflit, on lance des bombes atomiques, et l'Europe, ce qui compte pour l'Europe, c'est-à-dire l'Angleterre, qui a été le pays qui a le mieux résisté au fascisme. Et cette Angleterre était représentée par un économiste très connu, que nos amis de l'université connaissent bien, Keynes. Keynes a présenté déjà à l'époque, de façon très intelligente, malheureusement il n'y a aucune chance que son idée soit retenue, il a proposé une monnaie internationale, il lui a même donné un nom, le bon corps. Il a dit, c'est dommage que son idée n'ait pas été retenue parce qu'il aurait pu éviter à la planète des ravages comme celle que nous vivons actuellement. Il a dit, lorsqu'une monnaie internationale, elle échappe à la manipulation d'un pays, elle appartient à la communauté internationale. Tandis qu'une monnaie nationale comme le dollar, elle assume des responsabilités très importantes dans ce qui s'est passé dans les crises externes. Donc, le système qui était mis en place avait on lui a assigné un certain nombre d'objectifs. Premièrement, il faut qu'il puisse favoriser le développement économique, la reconstruction des pays ruinés par la guerre, le développement des échanges extérieurs, assurer la pérennité et la sécurité du système monétaire et financier international. C'est-à-dire, chaque fois que des signes annonciateurs se dessinent à l'horizon, ces institutions doivent se mobiliser pour mettre en place le dispositif en vue de prévenir et de circonscrire les crises. Est-ce que ces institutions jouent leur rôle? Eh bien, moi je pense là aussi, en examinant les choses objectivement, que les deux institutions ont fait leur mission. Car il y a une crise monétaire qui s'est déclenchée dans les années 70 parce que le dollar était convertible en or, mais les gens se rendaient compte que les Américains, qui avaient au départ un stock d'or très important, pouvaient assurer la convertibilité de la masse de dollars en circulation. Avec le développement économique et les échanges internationaux, la masse de dollars en circulation était tellement considérable que le stock d'or disponible ne pouvait pas assurer la convertibilité de cette masse. Donc il y a un certain nombre de pays. Premier, c'est le général de Gaulle, qui a dit, monsieur, vous ne nous payez pas en dollars, vous le payez en or. Donc ça a provoqué un climat de méfiance à l'égard du dollar. Et donc il y a une crise monétaire internationale très importante qui s'est développée. Et les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international en particulier, qui devait agir pour circonscrire cette crise, et s'est contenté d'observer le déroulement des événements sans rien faire. Deuxième situation dans laquelle ces institutions ont fait leur mission, surtout le Fonds monétaire international, c'est les deux chocs pétroliers. Ils sont venus après coup, une fois que les balances sont produits, pour proposer des solutions, le recyclage et j'en passe. Troisième faillite lamentable des institutions de Bretton Woods, c'est la crise de l'endettement des pays en développement. Ils n'ont rien fait pour éviter la crise. Une fois qu'elle s'est produite, ils sont venus imposer à ce qu'on appelle le PAS, le plan d'ajustement structurel, dans ce pays nous connaissons bien, j'étais patron d'une banque à l'époque, et ça a été une tragédie pour l'ensemble des pays en développement,
parce qu'ils étaient obligés d'emprunter des masses considérables pour, comme leur déficit. Et ce déficit résultait de deux choses. Je parle des pays environnementaux non producteurs de pétrole. Le pétrole est passé de 3 $ à 40 $ à l'époque. C'était une production, enfin, une vente considérable. Donc les pays non producteurs de pétrole ont subi le plein choc. Et deuxièmement, les pays industrialisés, pour amortir le choc chez eux, ont augmenté considérablement les produits industriels. Donc les pays en redéveloppement non producteurs de pétrole ont subi le double choc. Donc leur endettement était excessif et n'était pas en mesure de rembourser. Et le Fonds monétaire international a imposé le PAS, le plan d'ajustement structurel, qui était une catastrophe d'ailleurs dans beaucoup de pays. Ce PAS a donné lieu à ce qu'on appelle la révolte du peuple, parce que le peuple quotidien manquait aux populations. Donc, ces institutions n'ont pas joué leur rôle. Je ne parle pas des crises que j'ai évoquées tout à l'heure, la crise boursière, la crise japonaise, l'asiatique, la latino-américaine, ils sont venus après. Alors, on est en droit de se poser une question. Ces institutions qui existent depuis 1944, ça fait 65 ans, qui ont fait preuve d'une déficience lamentable, est-ce qu'elles doivent continuer à exister? Eh bien, cette question, il y a un certain nombre d'opérateurs qui ne se contentent pas de la poser, mais qui commencent à lui apporter des solutions. C'est ainsi que dans les pays d'Asie, il y a un fonds d'investissement considérable qui a été créé, et l'objectif à terme, c'est de se substituer pour le continent asiatique, substituer au Fonds monétaire international. En Amérique latine, sous la double impulsion du président brésilien à l'époque, Lula, et le président vénézuélien actuel, Chavez, on a assisté à la création d'une banque. Et cette banque a pour objectif de soustraire le continent latino-américain à la pression des institutions financières internationales et particulièrement le Fonds monétaire international. Donc si les institutions veulent survivre, il faut qu'elles fassent l'objet de réformes profondes et particulièrement sur le plan institutionnel. Je vous donne un exemple qui est même choquant. Le directeur général du Fonds monétaire international doit être automatiquement un Européen, depuis qu'il existe, depuis 1944. Le président de la Banque mondiale doit être automatiquement un Américain, depuis 1944. Or, le monde a changé. On assiste à l'émergence d'un nouveau monde. Et par conséquent, il est fondamentalement important que, sur le plan de structure, la gestion de ces institutions, qu'on arrive à démocratiser le système, comme ça va se faire aux Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a été africain, asiatique, européen, arabe à un moment donné. Et pourquoi ne pas faire la même chose pour les institutions financières? Maintenant, le réclame à corps et à cri ces changements. Alors, dans la réunion du G20 qui a eu lieu après la crise de 2008, on a constitué une commission pour réfléchir aux réformes qui doivent être entreprises pour ces institutions internationales. Mais pour l'instant, c'est une commission, les résultats ne sont pas. Donc, premièrement, dérégulation. Les institutions de Toulouse qui n'ont pas joué le rôle. Et je voudrais maintenant parler du rôle de la mondialisation dans la crise actuelle. D'abord, sur le plan positif, la mondialisation constitue une période historique extraordinaire. Car dans le temps, dans un certain nombre de pays, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, le gouvernement se livrait au massacre de la population sans que personne ne sache. Maintenant, avec la mondialisation, un événement qui se produit dans n'importe quel point de la planète est transmis en temps réel à l'ensemble de la planète. Deuxièmement, la démocratie, la liberté et les droits de l'homme ont inondé, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, des régions où on les entendait le moins. Mais la mondialisation comporte également quelques aspects positifs, et surtout dans le problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire la crise.
Il y a plusieurs façons de démontrer la responsabilité de la mondialisation dans la préparation de développement de crise. La mondialisation, c'est quoi? La mondialisation, ce plan économique, c'est la suppression de tous les obstacles, quels qu'ils soient et quelle qu'en soit la nature, qui s'opposent à la libre circulation des biens et des services, pas des hommes, bien sûr. Et par conséquent, la suppression de tous ces moyens a privé les États des moyens qu'ils pouvaient utiliser dans le passé pour se protéger contre les crises externes. C'est une première manière de montrer que la mondialisation assume la responsabilité dans la crise actuelle. Deuxième manière de démontrer que la mondialisation assume la responsabilité dans le classement des crises, c'est que celle-ci a créé une interdépendance et une solidarité entre les différentes économies de la communauté internationale. Et par conséquent, une crise qui touche une économie ne peut pas ne pas avoir d'impact sur les autres économies. La mondialisation, c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté totale de mouvement pour le système bancaire et financier. Et donc, il s'est livré à une activité rapace en perdant du tout au tout la responsabilité qui doit être assumée par ces institutions. Et donc, ça crée, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, une bulle financière sans communauté. Et les bulles financières sont toujours conductrices aux crises. La mondialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la circulation tombe derrière. Alors, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la crise s'est produite en 1929, elle avait plusieurs mois, voire plusieurs années, quelquefois, avant d'atteindre le reste du monde. 1987, 2008, dès que la crise s'est déclenchée, un climat de panique s'est instauré partout. Et donc, ça a aggravé considérablement le développement de la crise. Alors, voilà donc quelques aspects pour montrer que la crise, que la mondialisation a assume la responsabilité de la crise. Maintenant, la plus immédiate, celle qui a déclenché le système, c'est ce qu'on appelle la crise de subprime. Pour comprendre ce problème, il faut toujours placer dans le contexte. Après 2001, la destruction des tuiles centrales, l'économie américaine était menacée de récession. L'équipe de Bush, par exemple cette fois-ci l'équipe Bush, a considéré que le secteur immobilier pouvait constituer un support à la croissance et donc éviter la récession. Car il y a un proverbe qui dit, lorsque le bâtiment va, tout va. Donc ils ont mis en place toutes les conditions requises pour que le secteur immobilier puisse jouer ce rôle, et ça a été le cas. Liquidité suffisante, ils en passent, ils en passent. Et cette politique a incité les ménages à faire le revenu, ce qu'on appelle le subprime,